Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le bilan de ma Winterpal. Alors, je le dis à chaque fois dans ces vidéos-là, mais je vais pas du tout revenir sur tous les livres que j'ai lus en hiver 2023-2024 dans cette vidéo, mais simplement sur les 4 livres et le graphique que j'avais choisi précisément de lire en hiver, entre 2023 et 2024. J'ai choisi 4 livres et un graphique par saison, j'en fais une palle. D'ailleurs la palle, la spring palle du coup sortira dans une semaine pour vous. Et entre temps, au milieu, vous aurez la réorganisation des bibliothèques pour le printemps 2024. J'arrive même pas à me dire qu'on est déjà au printemps 2024, ça n'a aucun sens dans ma tête, mais enfin. Bref, du coup c'est la dernière vidéo avec les bibliothèques comme ça, derrière moi. Dans la prochaine vidéo, vous me verrez les ranger. Et dans la vidéo d'après, les livres sont rangés autrement. Je sais pas, d'ailleurs, par rapport à ce que je vais faire en fond de vidéo, je sais pas trop ce que ça va donner pour vous, mais... Bref, c'est pas très grave. Donc voilà, 4 livres. Normalement, je vous les présente dans l'ordre dans lequel je les lis, tous les livres que je lis. Mais dans ces vidéos-là, je les classe un peu différemment pour éviter de finir par un échec. Ce qui aurait été le cas ici d'ailleurs si j'avais laissé les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc en général, je commence par ceux qui m'ont déçu, ceux que j'ai pas vraiment aimés. Et puis je finis par ceux que j'ai bien aimés. Et en l'occurrence ici, je finirai par la BD parce que c'est plus simple pour faire la pile de mettre la BD en dessous. Voilà. Le premier livre, c'est Les entraves de l'hiver, le tome 1 de Jenny Bergier, qui aborde un thème dont j'ai déjà parlé sur la chaîne en update, mais j'ai lu ce livre-là avant de lire le Laetitia Arnould, pour ceux qui auraient vu l'update. Et donc en gros, ici, on est sur le même départ, la même mythologie sur Jack Frost et l'hiver, etc., etc. Et comme dans le Laetitia Arnould, absolument rien n'est expliqué de ce mythe de Jack Frost. Moi je sais pas qui est Jack Frost, moi je comprends pas qui est Jack Frost, on ne m'explique pas l'univers, on me présente pas l'univers, on ne me présente même pas Jack Frost, on me dit qu'il a une mission mais ça s'arrête là, on n'arrête pas de me bassiner avec l'hiver alors qu'on est début décembre, donc techniquement pas en hiver, et puis on me présente Mathilde, et on va suivre Mathilde, qui est une jeune fille. Voilà. Pourquoi on suit Mathilde, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? En fait, j'ai trop de questions, je l'ai déjà expliqué quand je parlais du Laetitia Arnould, mais vraiment, je comprends pas ce que je lis. Enfin, je comprends pas l'intérêt de ce que je lis. Il y a rien qui m'est expliqué, il y a rien qui me présentait, il y a rien qui me donne envie de continuer, en fait. Mais je continuais quand même, alors j'ai pas été hyper loin non plus, hein, j'ai lu 43 pages. Mais ce qui m'a fait craquer, c'est que Jack Frost rend visite à une vieille dame. On sait pas qui c'est non plus, on t'expliquera du tout que dalle. Et on va te détailler les souvenirs de cette vieille dame. Alors peut-être que ces souvenirs sont intéressants, peut-être qu'ils ont un intérêt, sûrement que ça a un intérêt de nous raconter ça, mais pourquoi en fait? Moi j'en ai marre de lire des trucs alors que je sais pas à quoi ça sert. En fait, je comprends pas. En fait, je lis des trucs qui ont probablement un intérêt dans la suite de l'histoire, sauf que je connais pas l'intérêt de ces trucs dans la suite de l'histoire, et en attendant, pendant que je lis ça, je lis pas ce que j'ai envie de lire. J'ai pas les infos dont j'ai besoin. Qui est Jack Frost? Qu'est-ce qu'il fait? D'où il sort? Mathilde? C'est qui? Pourquoi elle? C'est quoi le truc en fait? Vraiment, je comprends pas. Vraiment, donc de nouveau, pour lire ce bouquin-là, il faut absolument avoir un minimum compris le mythe de Jack Frost. Si c'est pas le cas... Alors, si c'est pas le cas et que ça vous dérange pas de rien comprendre à ce que vous lisez, franchement, allez-y. Il y a des gens qui aiment bien hein, ce côté mystérieux et ce côté, vas-y, je vais continuer pour comprendre, etc. Moi ça me saoule, quand je comprends pas ça me saoule, mais voilà, j'ai pas compris, vraiment. Puis alors, de nouveau, dans ce bouquin-là, comme dans le Laetitia Arnould, Jack Frost est insupportable, vraiment il est extrêmement imbu de lui-même, monsieur connaît tout, monsieur sait tout mieux que tout le monde, et monsieur est parfait, et monsieur est juste une tête à claque en fait. Enfin vraiment, je sais pas s'il est comme ça dans le mythe original, mais là il est juste imbuvable pour moi en fait, donc j'ai battu très longtemps, et puis j'ai fini par arrêter de lire le bouquin. Le suivant, c'est celui que j'ai lu le plus récemment et dont je vous ai parlé en vlog il y a pas très longtemps pour moi au moment où je tourne cette vidéo, mais il y a peut-être un mois pour vous, puisque c'est Young Elite, le tome 1 de Marie-Lou, et oui, j'ai abandonné ce bouquin. Je vais commencer par le résumé. En gros, on suit Adelina, qui est une élite. En gros, ça fait beaucoup de fois que je dis en gros. Bref, donc Adelina est une élite. Il y a quelques années, il y a eu une espèce de fièvre, une espèce de grippe que pas mal de monde a attrapé, pas mal de monde est mort, et les gens qui ont survécu en ont eu des séquelles physiques. Adelina est par exemple défigurée. Je
vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, en gros elle est défigurée. En gros, toutes les personnes qui ont survécu à cette fameuse fièvre, ça se voit qu'elles ont eu cette fièvre et qu'elles ont survécu. Et quelques années plus tard, on s'est rendu compte que certaines de ces personnes développaient des pouvoirs, ce qui a créé de la peur de la part des autres personnes, parce que c'est des pouvoirs qu'ils contrôlent pas, parce que c'est des pouvoirs extrêmement dévastateurs pour la plupart, et donc du coup voilà, les gens se sont mis à avoir peur de ces gens-là, et comme la plupart du temps, quand t'as peur de quelque chose, et bah tu le critiques, tu le mets de côté, et donc voilà, Adelina, tout comme ces autres personnes qui ont survécu, se sont retrouvées mises à l'écart et vraiment condamnées à se cacher tout le temps en fait. Elle en plus il se trouve que c'est une jeune fille, donc en fait elle est censée se marier, avoir des enfants, etc. Sauf que évidemment vu à quoi elle ressemble et vu ce qui s'est passé, bah, personne, aucun homme ne veut d'elle, et les hommes qui veulent d'elle ne la veulent pas en tant que femme mais en tant que maîtresse, ce qui est un statut absolument pas reconnu pour la société, pour les femmes évidemment. Donc en gros elle est un peu... bah, elle sait pas trop quoi faire de sa vie. Jusqu'au jour où elle va commettre quelque chose de terrible, quelque chose de impardonnable, et elle va être arrêtée et condamnée à mort. Voilà, ça c'est le début du bouquin. Elle est condamnée à mort, alors évidemment ça s'arrête pas là, il y a une espèce de groupe sorti de nulle part, un peu comme les ninjas, on comprend pas trop ce qui se passe, qui débarquent pour la sauver, et on va continuer à suivre Adelina là-dedans. J'ai eu énormément de mal à lire les 50 premières pages, j'en ai parlé en vlog, ça bloquait, ça n'avançait pas, je ne m'attachais pas au personnage, vraiment ça commençait. Donc je l'ai mis de côté, j'ai lu autre chose, j'ai fait un week-end d'amis entre temps, etc. J'ai lu d'autres trucs, et puis je l'ai repris, et bizarrement ça allait beaucoup mieux. Vraiment, je l'ai repris, j'ai avancé dedans, on continue à suivre Adelina, elle découvre pas mal de choses sur l'univers, les gens qui sont comme elle, qui ont des pouvoirs, etc. etc. C'était assez chouette. Et puis c'est retombé, de nouveau. Alors j'aurais pu continuer comme ça, hein, 50 parce que j'aime, 50 parce que j'aime pas, 50 parce que j'aime, mais au bout d'un moment, ça n'a pas grand intérêt de continuer à lire comme ça. Et aussi, surtout, il y a un événement qui se passe, donc j'ai été jusqu'à la page 136 au final. Il y a un événement qui arrive, un événement qui vient un peu bouleverser la vie d'Adelina, et t'es censé te dire en tant que lecteur ou lectrice, oh là là mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est horrible, mais comment elle va faire, etc. etc. Être un peu avec elle en mode stress, vous voyez. Et j'ai pas du tout eu ça. J'étais en mode ouais c'est cool, enfin genre ok. Elle pourrait faire ça, elle le fait pas, ouais, c'est pas grave, écoute, elle pourrait faire ça, elle le fait pas, ouais, c'est pas grave. Elle décide de faire ça, ouais, ok. Vraiment j'étais en mode je m'en fiche. Vraiment. Je lisais le bouquin, j'étais avec elle, etc. Ce qui se passe c'est quand même un peu bizarre, mais je sais pas. En fait ce qui me manque c'est que je suis pas attachée au personnage. Donc en fait il peut lui arriver n'importe quoi, elle peut décider ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut. Je suis en mode ouais, ok. Vraiment comme ça parce que je suis pas attachée à elle et je m'en fiche en fait. Donc j'aurais pu continuer le bouquin, j'aurais pu aller au bout, mais je vois pas l'intérêt de continuer alors que je suis en mode bah, ce qui se passe ça me passe au-dessus. Vraiment ça me passe au-dessus. En fait, pour faire un parallèle avec un livre que j'ai lu il y a pas très très longtemps et qui est actuellement par terre parce que j'ai toujours pas rangé d'ailleurs, c'est un peu comme si tu lisais Hunger Games et que t'en as rien à foutre que les gens y meurent. Tu vois, ça n'a pas d'intérêt de lire Hunger Games si tu t'en fiches de ce qui se passe, de ce qui peut bien arriver à Katniss. C'est quoi l'intérêt de lire le bouquin alors que tu t'en fiches de ce qui peut arriver à l'héroïne? Je veux dire, elle pourrait mourir dans 2 pages, que je serais en mode ah ouais ok. Vraiment, j'ai pas d'affect pour le bouquin et pour le personnage, donc j'ai décidé de pas le lire. Voilà. Le suivant, c'est Chroniques perchées du bois magique, le tome 2, Un éternel hiver de Chris Riddle, et je l'ai lu au mois de décembre, donc je l'ai lu il y a un moment. Celui-là, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier que j'ai lu de cette palle, et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'en ai parlé en vlog, il me semble que je l'ai lu sur un week-end d'Amil. Ouais, j'ai fait beaucoup de week-end d'Amil, hein, je me rends compte. Bref, franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, le seul truc que je reproche à ce tome 2, c'est qu'on met un moment avant de comprendre le lien entre le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 n'est pas du tout la suite directe du tome 1. Et d'abord on me présente le personnage qu'on va suivre ici qui s'appelle Tiggy, qui a été élevé par un truc de glace là, comment ça s'appelle? Un blaireau des glaces, voilà. En gros elle a été un peu abandonnée quand elle était petite. En fait l'hiver a débarqué dans la ville dans laquelle elle était, comme tous les ans, il y a l'hiver qui débarque, tu vois. Sauf que l'hiver n'est pas reparti. Voilà. Et donc les gens se sont enfuis de la ville
Et on sait pas trop pourquoi, vraiment ça fait un moment que je l'ai, donc je me rappelle plus trop, mais en gros Tiggy est restée sur place et elle a été confiée à ce blaireau des glaces pour qu'il l'élève et qu'il l'aide. Et la consigne qu'on a laissée à ce blaireau des glaces, c'est un jour, elle aura quelque chose à faire et quand ce jour viendra, tu le sauras. Donc Tiggy a été élevé comme ça, en mode un jour il va se passer quelque chose, mais on sait pas quoi, et on sait pas quand. Voilà, et on suit ça. On présente la ville, un petit peu l'univers. Alors, si t'as lu le tome 1, c'est à peu près le même univers, même si c'est plusieurs années plus tard, après le tome 1. Et que dans le tome 1, on suit 3 personnages différents. Ici, on a vraiment que Tiggy en personnage principal. Et on suit ça. Donc, c'est du Chris Riddle, je vous ai pas montré, mais c'est illustré comme ça. C'est vraiment hyper beau. J'adore ces bouquins-là. Bref. Et donc, au début de l'histoire, une fois qu'on t'a un peu présenté l'univers, l'ambiance, les enjeux, etc., ils vont se faire attaquer. Tiggy va se faire attaquer et le blaireau avec, et donc Tiggy va devoir fuir. Et en fait, c'est ça, l'événement qui va tout déclencher. Donc elle fuit, elle sait pas trop où elle va, tout ce qu'elle sait c'est qu'il faut qu'elle parte, et donc elle part. Elle est accompagnée par des objets un peu magiques, un peu comme dans La Belle et la Bête. Les objets parlent, les objets sont animés, c'est exactement pareil, vraiment. Et elle va faire des rencontres. En gros, elle va faire un voyage et faire des rencontres au cours de ce voyage. Et à partir de là, on a le lien avec le tome 1 et avec les personnages du tome 1 et les événements du tome 1. C'est un univers que j'adore, j'ai adoré ce tome 2, j'ai trouvé ça vraiment génial. Mon seul regret, de nouveau, c'est de ne pas avoir découvert cette saga-là quand j'étais petite en fait, quand j'avais, je sais pas, 10-12 ans. Parce que oui, c'est génial de le lire aujourd'hui et j'adore, mais j'aurais encore plus kiffé les lire à cet âge-là. Et voilà, même plus jeune, hein, vous pouvez, c'est possible de le lire plus jeune ou de... Enfin, c'est possible que des enfants plus jeunes le lisent ou de le lire à des enfants plus jeunes. Après, c'est quand même un peu long pour des petits enfants, mais je sais pas, en lecture tous les soirs, vous lisez un chapitre ou deux avant de dormir, j'en sais rien, tu vois, ça fait 230 pages. Voilà. Mais vraiment, j'adore cet univers. Ici, on est dans un univers vraiment de neige, vraiment de glace, vraiment d'hiver. C'est pour ça que je l'avais mis dans la page de l'hiver. Mais c'est des univers vraiment merveilleux, au sens propre du terme pour les enfants. J'adore Chris Riddle, j'adore ses personnages, ses ambiances, ses univers. Je trouve ça absolument génial et je le conseille à tous les enfants et à tous les adultes. Et le dernier livre de cette vidéo, c'est Le jeu de la dame de Walter Tevis, donc qui a été adapté en série. Je pense que tout le monde connaît la série. Je suis pas sûre que tout le monde sache que c'est adapté d'un livre. Moi-même, je ne le savais pas. Je l'ai découvert quasiment à la fin de la série. Et j'ai acheté le bouquin parce que je voulais tenter, parce que j'ai vraiment aimé la série. Et j'avais peur parce que... En fait, c'est toujours extrêmement délicat de lire le bouquin après avoir vu la série. Parce que... Surtout quand c'est un livre comme ça qui sort un petit peu de nulle part, vous voyez, je savais pas, je connais pas Walter Tevis, je connais même pas la maison d'édition, et je savais pas que c'était un bouquin, je connais rien du truc, tu vois. Si l'histoire est très différente de la série, je vais être déçue et je vais la trouver nulle, alors qu'en fait c'est l'histoire de base. Vous voyez, c'est un peu délicat, mais j'avais quand même envie de tenter. J'avais quand même envie d'essayer, de voir ce que ça donnait en bouquin, etc. Et ben j'ai adoré. Vraiment, la série est hyper bien adaptée du bouquin. Vraiment, vraiment, il y a très très peu de choses qui sont ici et pas dans le bouquin, et pas dans la série, et inversement. Vraiment, scène par scène, c'est quasiment la même histoire, la même chose. Et du coup, ce qui est cool pour moi, c'est qu'avant même de commencer le bouquin, je connaissais l'histoire et j'étais déjà attachée à Bess et au personnage. Et vraiment, j'ai adoré le bouquin. On suit donc Bess, je vais quand même faire un mini résumé, qui, dans les années 50, à la mort de sa mère, devient donc orpheline et est envoyée à Methuen, un orphelinat, où elle va grandir. Et dans cet orphelinat, elle va découvrir deux choses qui vont bouleverser sa vie, l'une de manière très positive et l'autre de manière très négative. Elle va d'abord découvrir la drogue. On est dans les années 50 et on donne des calmants aux enfants pour éviter qu'ils soient trop dissipés. Et donc Bess va devenir accro à cette drogue et à ces calmants pour toute sa vie, en gros. Et dans le même temps, elle va apprendre les échecs. Donc, elle va apprendre à jouer aux échecs et elle va devenir très très forte pour les échecs. Elle va finir par quitter l'orphelinat, par vivre dans une maison avec une femme qui deviendra sa mère, donc. Et elle va participer à des tournois d'échecs, en ayant toujours en fond cette addiction à la drogue. Et voilà, on la suit dans les tournois, et vraiment c'est assez ouf la manière dont l'auteur arrive à
mettre du suspense là-dedans. Alors déjà de base parce qu'on parle de tournoi d'échecs, donc il n'y a rien de dramatique non plus, tu vois, enfin je veux dire c'est pas... Voilà. Et en plus, parce que moi je connais l'histoire, donc j'avais déjà vu la série, mais quand même en fait t'as vraiment le détail des parties, des déplacements, de comment elle étudie, de comment elle apprend à jouer, de comment elle joue, de comment elle s'investit. Vraiment j'ai adoré ce bouquin. J'aime pas le contemporain, vraiment c'est c'est le genre que j'aime le moins je pense de tous les genres qui existent. Mais là, franchement, j'ai trouvé ça absolument génial. Et aussi le fait que ça se passe dans les années 50, 60, ça rajoute un truc. Pour moi, j'ai trouvé ça encore mieux. Cette espèce de montée en puissance d'une jeune fille de 13 ans qui va devenir quasiment imbattable en échec. Alors ça prend des années avant qu'elle devienne imbattable, hein, mais vraiment j'ai adoré suivre ça, avoir le détail des parties, le détail de la vie de Bess. On a aussi un petit peu sa vie amoureuse, sa vie amicale, quand elle va à l'école, etc., etc. On la suit de ses 9-10 ans, quand sa mère meurt. Je sais plus trop quel âge elle a, je crois que c'est marqué au début. 8 ans, c'est ça. Au début, elle a 8 ans. Donc, quand elle intègre l'orphelinat, elle a 8 ans. Et on la suit jusqu'à ses 20-21 ans. Un truc comme ça. Donc, il se passe quand même pas mal d'années au cours du bouquin, comme dans la série d'ailleurs, vraiment. J'ai adoré, vraiment. Je l'ai dit en vlog, je pense qu'il va faire partie de mes meilleures lectures de l'année. Vraiment. Je pensais pas l'aimer autant et être autant prise dans cette course à la victoire aux échecs pour Bess. Cette envie de gagner et ce côté supporter un peu, on parle d'échecs, enfin vraiment je veux dire ça n'a rien de... On parle pas de sport ou je sais pas, de trucs qui peuvent nécessiter un engouement pareil comme ça, mais vraiment j'ai adoré ce bouquin et je pense même que j'ai préféré le bouquin à la série au final. Alors j'avais les images de la série en tête puisque je l'ai vue avant, mais ouais vraiment suivre Bess comme ça, être vraiment dans sa tête, c'était vraiment bien. Alors dans la série on a la voix off qui nous aide pas mal, mais là vraiment c'est vraiment cool. J'ai vraiment adoré, que vous ayez vu la série ou pas, je vous conseille le bouquin parce qu'il est vraiment bien. Et enfin, le graphique pour l'hiver, c'était Héloïse et les larmes de givre de Loïc Clément et Justine Cunha, que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Il me semble que c'est le tome 5 de la saga, en tout cas c'est un tome X de la saga. Et j'ai pas lu le début, mais il faudrait que je lise le début. Parce que franchement c'était vraiment chouette, les illustrations sont absolument magnifiques. Je vais essayer de vous en montrer une du début, enfin une planche du début. Voilà, vraiment j'ai adoré. En gros on va suivre Héloïse qui est une hamadryade et qui vit dans une forêt avec toutes les autres hamadryades. Elles sont chacune liées à un arbre et leur vie est liée à cet arbre là. Elles peuvent pas vraiment s'éloigner de cet arbre là, sinon elles meurent littéralement. Le problème c'est que un jour, alors que c'est jamais le cas, mais là l'hiver débarque dans cette forêt et menace de tuer tous les arbres et donc toutes les hamadryades qui vivent dans la forêt aussi. Et en gros, Héloïse qui est une hamadryade un petit peu différente des autres, elle a un petit côté aventurier et un peu casse-cou qui n'est pas dans les habitudes des hamadryades. Et donc en gros, parce qu'elle a ce petit côté là, en gros la chef va lui dire bah du coup c'est toi qui vas aller voir pourquoi c'est le bordel, et c'est toi qui vas aller chercher pourquoi c'est l'hiver et faire en sorte que l'hiver s'arrête. Voilà. Et donc en gros on va suivre Héloïse et son meilleur ami, il me semble, dans cette espèce de quête à pourquoi c'est l'hiver et comment on fait pour que l'hiver s'arrête. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette, c'est un genre de mythe auquel je suis pas habituée, tout ce qui est hamadryade, un peu fait des bois, histoire de fourrer comme ça, c'est pas quelque chose que je suis habituée à lire, et vraiment j'ai beaucoup aimé, et les planches sont vraiment très belles, les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc on a toute une première partie très verdoyante parce que c'est dans la forêt, etc., etc. Puis l'hiver débarque et donc on a toute une partie avec de la neige, c'est froid, c'est blanc, c'est bleuté. C'est vraiment très beau. J'ai vraiment beaucoup aimé, il me semble que je vous avais déjà montré ces planches là. Mais vraiment j'ai adoré cette BD, j'ai trouvé ça hyper chouette. Je l'ai lu il y a un moment, j'ai dû la lire au mois de décembre pareil, et j'en ai encore des souvenirs... très frais dans ma tête en fait. Vraiment j'ai adoré, il faut absolument que je me procure la suite et le début du coup de cette saga parce que franchement j'ai trouvé ça très cool. Je me suis peut-être un petit peu emballée dans cette vidéo qui marque sur ma chaîne en tout cas la fin de l'hiver. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle n'est pas trop longue après
montage. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.